Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Je considère que c'est une obligation morale. Je pense que les intellectuels doivent rester dans leur pays, parce que sinon la solution viendrait d'où? Ces pays vont quand même pas rester des démocratures ou des dictatures éternellement. Il faut bien un jour... Je pense que les intellectuels ont cette fonction sociale qu'ils doivent assumer. Voilà, on le fait avec nos livres, avec nos petites interventions par-ci par-là. C'est pas efficace, hein. Bon, il faut voir les choses comme elles sont. C'est pas du tout efficace. Parce que les intellectuels sont en rupture avec leurs opinions. Nous sommes discrédités par le pouvoir. Nous sommes accusés d'être au service de la France, au service de l'Occident. Du fait qu'on soit francophone, on l'est évidemment. Il faut pouvoir parler au peuple, les Algériens d'en bas. Leur parler avec la langue de l'islamisme, de l'islam, avec l'arabe populaire et tenant compte de leurs besoins, de leur situation concrète. On n'a pas de contact avec le peuple. Moi, je n'ai aucun contact avec le peuple algérien. Aucun. On ne me connaît pas. La voix de Boualem Sansal, la dernière fois que je l'avais invité au matin, je ne comprenais pas très bien pourquoi il revenait en Algérie. Merci beaucoup Kamel Daoud d'avoir accepté mon invitation. Vous venez de publier Houri, un roman aux éditions Gallimard qui a obtenu le prix Goncourt. Je sais que ça n'est pas facile pour vous d'être là et d'évoquer Sansal, d'évoquer l'Algérie. Une réaction à ce qu'il vient de dire, parce qu'on se dit, bon, c'est terrible, il a fait le voyage de trop. Une réaction, d'abord bonjour et merci de m'avoir invité. Une réaction, oui, il a raison et il a tort, comme il se doit. Un écrivain n'est pas là pour incarner l'unanimité ou le collectif. On demande souvent aux écrivains qui sont algériens, pas aux écrivains algériens, d'être à la fois des historiens et des représentants politiques. Alors qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des gens de fiction, nous sommes des gens d'opinion, nous sommes des gens de réflexion, de singularité, d'infraction à l'ordre. C'est cela. En fait, le malentendu algérien vient peut-être de ce que la tradition littéraire, elle est née pendant la guerre de libération. Donc ce sont des écrivains qui étaient engagés, embarqués. Et il se trouve que lorsqu'on se dégage de ce statut-là de représentativité, on est accusé de tout. Le rapport à la France est un rapport de douleur, de malaise. Donc imaginez, vous êtes écrivain, ce qui est une singularité. Vous êtes écrivain francophone, ce qui est une trahison. Et vous êtes reconnu en France, ce qui est la pire des trahisons. Et vous incarnez des valeurs d'universalité. Oui, c'est un statut qui est malaisé, c'est un statut difficile. Et on devient à la fois sujet et objet de politique et de dissension politique. Donc c'est quelque chose de difficile. Maintenant, ce que dit Boualem sur le fait de rester, oui, je l'ai fait toute ma vie, personnellement. Et partir... pour moi, est un échec. Partir est un échec. Partir, c'est un aveu. Partir, c'est une décision lourde, dure. C'est abandonner tout et c'est se retrouver quelque part ailleurs. Sauf qu'en France, je ne suis pas dans un pays étranger. Je suis dans un pays qui, pour moi, est une langue. Donc, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Kamel Daoud? Il faut parler de Boualem Sansal ou au contraire ne pas en parler, puisque le pouvoir algérien nous met dans une sorte de dispositif pervers? Oui, il faut en parler. Moi, je pense que dans la vie, j'ai toujours opté pour la bonne foi. C'est un écrivain qui est en prison pour ses opinions. On peut contester un homme libre, mais on doit libérer un homme qui est en prison. Tout le reste est secondaire. Nous, les écrivains algériens, nous sommes pris au piège de la gastronomie idéologique française. C'est-à-dire, si on arrive et on parle de la guerre civile, de l'islamisme, on nous accuse d'islamophobie. Je ne peux pas hiérarchiser les douleurs et mettre au bas de la liste mes propres traumas et pour parler des vôtres ici en France. Moi, je parle de ce que je veux. Boualem aussi. Donc là, c'est une chose singulière. Boualem est un écrivain qui est en prison pour ses opinions. Qu'on les aime ou pas, la liberté et la démocratie imposent qu'on respecte les opinions. Et les gens qui croient trouver dans la chair et le corps d'un écrivain l'explication de leur malheur, ce sont des gens et des foules qui ne lisent pas. Les malheurs de l'Algérie ne sont pas Boualem Sansal. Les malheurs de l'Algérie sont ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parler, rappeler, résister à la facilité, résister aux tribunaux idéologiques, résister à l'opinion toute faite, dire que c'est un écrivain et que cela n'honore pas l'Algérie, ni les Algériens, ni les gens qui se taisent en France ou qui font le procès de Boualem Sansal. Ce qu'il faut faire, c'est rappeler que c'est un homme qui a des opinions, qu'on les aime ou pas. Nous voulons de la démocratie, nous voulons de la liberté. Comment avez-vous vécu ces commentaires, heureusement, bon, et pas si nombreux que ça, qui évoquaient le fait que Boualem Sansal était emprisonné, que c'était évidemment terrible et regrettable, mais...
C'est désolant, c'est peut-être un excès de confort qui fait que l'on se permette de juger de la vocation et du coût de la liberté chez les autres. Le mais ne doit pas exister. Je suis désolé, c'est quelque chose de... Et puis, il y a une sorte quand même de piège pervers. On nous demande à nous, écrivains et algériens, parce que ce sont deux métiers, d'être dans le cinéma muet des batailles idéologiques occidentales ou en France. C'est-à-dire, on est dans le victimaire, on est appelé à figurer, mais on n'est pas appelé à parler. À partir du moment où nous sortons du muet vers le cinéma de parole, là, on est contesté. Il n'y a pas de mais dans cette question-là. Il n'y a pas de mais. Il y a quelqu'un qui a 80 ans, qui est malade, qui est en prison. Je suis désolé, il n'y a pas de mais. La valeur de la vie humaine, l'éthique, la morale nous impose d'être de son côté. Vous m'avez dit, Kamel Daoud, je veux parler de littérature. Et j'ai pensé immédiatement à un texte du philosophe Léo Strauss qu'il a publié en 1952 qui s'appelle « L'art d'écrire et la persécution ». Il parle de Maïmonide, donc un grand sage juif qui ne pouvait pas évoquer son judaïsme à lui avec les juifs de l'époque. Il parle de Freud aussi, qui a dû faire face à différentes formes de persécution. Et j'aimerais vous lire quelques phrases de ce texte pour vous faire réagir. « La répression de la pensée indépendante a eu lieu assez fréquemment dans le passé, écrit Léo Strauss. Il est raisonnable de supposer que les époques antérieures ont produit proportionnellement autant d'âmes et d'hommes capables de pensée indépendante que nous en trouvons aujourd'hui et qu'au moins quelques-uns de ces hommes combinaient l'intelligence avec la prudence. Par conséquent, on peut très bien se demander si certains des plus grands écrivains du passé n'ont pas adapté leur technique littéraire aux exigences de la persécution en présentant leur vue sur toutes les questions alors cruciales exclusivement entre les lignes. » Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Est-ce que c'est ce que l'on est tenté de faire écrire entre les lignes, Kamel Daoud? Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Non. Habituellement, je suis quelqu'un de très prudent entre des écrits, mais dès que je me mets à écrire, j'oublie les règles de la prudence. Ça m'arrive souvent et je le regrette par la suite. Est-ce que ce à quoi nous sommes appelés, oui, l'allégorie, la fable, la caricature sont là un petit peu pour escamoter des vérités qui sont dures. Nous sommes à une époque, encore une fois, d'inquisition, de tribunaux médiatiques, de viralité, etc. Donc oui, et on se pose éternellement la question, est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que je suis capable de payer ma liberté? Parce que cela se paye. Est-ce que j'ai les moyens de payer la facture de ma liberté? Houry a eu un formidable succès en France, prix Goncourt, et on se dit que vous en avez payé un lourd tribut, vous avez été victime d'une sorte de compromat du gouvernement algérien, vous accusant d'avoir pillé les souvenirs d'une jeune femme que votre femme psychiatre avait accueillie. On dit quelques mots là-dessus? Non, j'ai déjà répondu dans Le Point sur ça. Je ne veux pas y revenir et je ne remettrai plus des sous dans la machine à musique de régime parce que cela ne sert à rien. Ce que vous découvrez en France est nouveau pour vous, pas pour moi, pas pour nous. On a l'habitude de ça, j'ai l'habitude de ça, j'ai l'habitude des attaques, etc. Si j'avais publié en allemand, en Allemagne par exemple, je n'aurais peut-être pas subi ce déchaînement. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai parlé d'une guerre qui a eu lieu, je ne l'ai pas inventée, qui a fait des morts, des victimes, des blessés, des survivants, des criminels, des amnistiés, des graciés. C'est une histoire vraie. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute des criminels qui ont tué. Vous ressemblez de plus en plus à Camus. J'ai sorti votre premier roman, enfin le premier roman que j'ai lu de vous, Meursault contre enquête, qui était donc une forme miroir d'Albert Camus. Vous racontiez l'étranger de l'autre côté. Il y a de plus en plus ce dilemme terrible entre la justice et votre mère, cette façon d'être accusé par votre propre camp, Kamel Daoud. Je pense que peut-être que je ressemble à Camus, mais Camus ressemble à l'Algérie. C'est-à-dire une terre de passion, une terre de malédiction, une terre très belle, une terre qui fait mal à ses enfants aussi, qui préfère ses ancêtres à ses enfants, une terre que je regrette, une terre que j'aime. Donc oui, il y a quelque chose de tragique d'être écrivain et méditerranéen aussi. Donc on est confronté au corps, à la sensualité, à l'envie de faire une sieste plutôt qu'une prière, à la beauté aussi, qu'on veut à la fois posséder et voir passer. Oui, Camus est camusien, donc il promet la tragédie. L'exil et le royaume, puisque aujourd'hui c'est l'exil. Bon, vous avez des photos d'Oran? J'ai toujours des photos d'Oran. Vous savez, quand on dort, on revient chez soi. On revient toujours à la maison natale. Donc oui, quand je dors, je suis à Oran. Quand je me réveille, je suis en France. Donc oui, c'est un pays qui me manque beaucoup. C'est mon pays, on ne peut pas me l'arracher. On peut peut-être m'interdire d'y revenir, on peut m'attaquer, on peut m'embarquer, on peut faire de moi un sujet politique, mais je reste quelqu'un qui aime Oran, qui aime la plage, qui aime la mer, qui aime la Méditerranée.
cette phrase dans Meursault contre enquête, « Non merci, je n'aime pas le café au lait, j'ai horreur de cette mixture ». Et si j'ai choisi cette phrase, c'est parce que, vous souriez, c'est parce que quelques années plus tard, on vous a proposé un café et vous avez compris ce que ça voulait dire, Kamel Daoud. Lequel? Ce café qu'une bonne âme représentant le gouvernement algérien vous a proposé de venir prendre avec lui, signifiant par là que vous deviez, qu'il était peut-être temps de quitter l'Algérie. Ah, vous parlez entre les lignes, d'accord. Je me suis dit que vous comprendriez et qu'ensuite on expliquerait Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je veux qu'on explique aux auditeurs, si vous le souhaitez, Kamel Daoud, qu'est-ce que ça veut dire être invité à prendre un café en Algérie? Ah, vous faites référence à l'épisode qui plus ou moins a décidé de mon départ d'Algérie il y a un an et demi. J'ai été invité à prendre un café par avec beaucoup de courtoisie par la police politique, entre guillemets, ou comme la police secrète, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler maintenant. Ça change avec les époques. Et donc, j'ai compris que j'étais à la limite et que je devais partir. Je pense que c'est un usage que connaissent beaucoup d'opposants algériens quand ils sont invités avec beaucoup de politesse à prendre un café, à expliquer, à prendre contact. Et on sait que c'est le compte à rebours pour autre chose. Donc, oui, mais... Encore une fois, ce n'était pas la raison particulière. C'est un moment où j'avais trop mal au ventre, d'avoir peur pour les miens, de ne pas pouvoir écrire aussi. Parce que chaque matin, je me lève avec l'idée qu'est-ce que je vais écrire, non pas parce que je manquais de sujets, mais parce que je manquais de sujets publiables aussi. Donc c'est la situation des libertés en Algérie, elle est difficile. Vous ne le savez pas en France. Vous ne le savez pas combien coûte la liberté aussi en France. Donc c'est une situation difficile, c'est une situation de peur, c'est une situation de terreur et qui force les gens soit à partir, soit à se soumettre, soit à se taire. Chacun fait le choix. Je n'en veux à personne et je ne veux que personne puisse faire puisse juger de mes propres choix. Je ne confonds pas l'Algérie et son régime. Je ne confonds pas la politique avec la terre natale. Et je ne confonds pas les histoires et l'histoire qu'on essaie de nous imposer. Donc oui, j'ai été invité à prendre un café et j'ai préféré prendre l'avion. Je vais dire quelque chose prudemment, Kamel Daoud. Il y a au moins dans votre malheur, dans notre malheur, parce qu'on observe l'emprisonnement de Sansal avec beaucoup de tristesse, il y a quelque chose d'inouï, c'est que malgré tout, le pouvoir algérien rend un hommage involontaire à la littérature. Oui, on m'a souvent posé la question, vous savez, surtout face à des collégiens qui vous disent « mais pourquoi on en veut tellement à des écrivains ?» Dans certains régimes, que ce soit l'Algérie ou ailleurs, c'est parce que je pense que la politique, parfois, la dictature, souvent, est une fiction avec une armée. Et que son concurrent, c'est l'écrivain ou l'écrivaine, c'est celui qui produit des fictions. Donc il y a quelque chose de concurrentiel. Mais n'oubliez pas que le statut de l'écrivain en Algérie, il est quand même au centre de beaucoup d'une guerre croisée. On a d'un côté un régime qui ne veut pas et qui veut tout contrôler de la fiction nationale. On a de l'autre côté les islamistes. Ils n'aiment pas les écrivains. Il y a 20 ans, ils les tuaient. Et maintenant, ils les diffament. On a d'un autre côté les gens qui sont dans la rente mémoriale, idéologique, académique, journalistique, etc., qui peuvent et qui ont le droit de parler de cette guerre de libération qui a été atroce, mais qui n'ont pas le droit de nous interdire de parler de l'autre guerre aussi et du présent. Donc, tout cela se cristallise dans le corps de l'écrivain. C'est pour ça que je parlais de l'écrivain qui est devenu un objet politique. Oui, parce qu'en exergue de votre livre, Kamel Daoud, il y a l'article d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale algérienne qui stipule que l'on n'a pas le droit de parler de cette terrible période où les Algériens étaient en proie à ce qu'il faut bien appeler une guerre civile. C'est le thème de votre roman Houri. Le thème du roman Houri n'est pas la guerre civile exclusivement. Le thème, c'est la résurrection. C'est la possibilité d'avoir une vie par la suite. C'est une tentative de définir le bonheur. C'est ce qui manque dans ce qu'on appelle le monde arabe. On définit l'au-delà, on définit la justice, la rancune, l'histoire, la colonisation, la décolonisation, mais on ne définit pas le bonheur. Donc ce roman-là, c'est un roman d'espoir. Ce n'est pas un roman pour rappeler de la guerre, mais pour rappeler comment on peut en sortir. Donc c'est ceci d'un côté. De l'autre, oui, il existe en Algérie cette loi-là qui nous interdit de parler. Ça n'a pas empêché la publication de très rares romans, de 2 ou 3 films qui ont été produits surtout en français, mais la parole elle-même reste bridée, elle reste interdite. Moi, j'aimerais bien que, ce n'est pas pour réouvrir les plis du passé, mais j'aimerais bien qu'on restaure le droit de parler de cette période-là pour qu'on puisse l'éviter à l'avenir.
On va parler d'Houri, votre roman publié aux éditions Gallimard, Kamel Daoud. Et puis j'ai noté un certain nombre de mots auxquels j'aimerais vous faire réagir. La colère, parce que plus je vous entends au fur et à mesure des années, plus vous êtes en colère. L'obsession, parce que vous défendez votre droit à l'obsession en tant qu'écrivain. Le mensonge, parce qu'il y a un mensonge de la dictature et puis un mensonge des écrivains. Et puis reparler peut-être également du monde arabe, de la gauche et de ses souvenirs et de ses espoirs perdus. On se retrouve dans quelques minutes. Kamel Daoud, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Kamel Daoud, vous avez publié il y a quelques mois Houri, qui est un roman qui a obtenu le prix Goncourt. Dans ce livre, vous nous donnez à entendre la voix intérieure d'Aube, une jeune femme oranaise marquée par une cicatrice indélébile au cou, témoignage d'un passé tragique. Elle dialogue avec l'enfant qu'elle porte. Elle est tiraillée entre le désir de donner la vie et la peur de perpétuer un destin de souffrance. À travers son monologue, elle explore la violence de l'histoire algérienne. Et j'aimerais justement, à cet égard, lire un extrait d'Houri. Voilà ce qui arriva et n'arriva jamais, nulle part. Ce n'est pas écrit sinon avec quelques tatouages et des cicatrices. Il n'y a pas d'histoire pour ce genre d'histoire. On ne compte pas de livres, ni de vétérans, ni de monuments comme pour la guerre d'indépendance de l'Algérie. Je crois que les journaux ont rapporté le bilan du massacre de Had Shekala, plus de 1000 morts en une nuit. Puis, parce que la vie est longue et que ce n'est pas possible d'ingurgiter les chiffres infinis sans vomir, on convainc de sommes à la baisse. C'est une réécriture de l'histoire dans un pays, vous en parlez souvent, Kamel Daoud, qui, dites-vous, est obsédé pourtant par la mort. Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit ce roman, je me rappelle d'une réaction de quelqu'un parti d'Alger qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas écrit sur la vraie guerre ?» C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul récit. Et alors que moi, j'écris sur l'autre guerre, c'est la guerre civile. Ceci dit, on m'a engagé dans une sorte de confrontation de mémoire qui n'est pas la mienne. Moi, je n'oppose pas les deux mémoires. Je crois que la guerre de libération a besoin d'être racontée partout, en France et en Algérie, mais je crois aussi que la guerre civile a besoin d'être racontée. Le sujet de la mémoire m'obsède. Qui on est lorsque personne ne se souvient de nous? Et qu'est-ce que la mémoire? Elle est utilisée pour quelle fin? Quel est son droit sur nos vies, etc. Donc tout cela m'obsède. Mais si vous dites qu'il y a une obsession en Algérie de la mémoire, oui. Mais est-ce qu'on a une obsession de l'exactitude de l'histoire? Non. C'est-à-dire la mémoire est fétichisée comme objet, comme passion, mais elle n'est pas visitée. Moi, je suis un enfant des manuels scolaires amputés. Il a fallu que j'arrive à l'âge de 30 ans pour découvrir les véritables histoires, celle de Messa Ali Hadj, par exemple, celle de l'émir Abdelkader, de l'émir Khaled, des pères fondateurs du nationalisme algérien qui n'étaient pas racontés. En fait, nous avons une histoire FLNisée, une histoire qui commence en 54 et qui finit en 62. Nous n'avons pas une histoire complexe du pays. Qu'est-ce que le FLN a cherché à caché en Algérie, Kamel Daoud? Non, je ne sais pas. Comme dans toute guerre, il y a des disgraciés, il y a des meurtres, il y a des fratricides, etc. J'en pense qu'il y a de l'envie de cacher tout cela, mais aussi de se mettre en héros soi-même, c'est-à-dire le libérateur, l'unique libérateur, le père de la nation, le fondateur, le vétéran absolu. Donc on a ce besoin de légitimité politique. Et justement, la mémoire des vivants et des morts, plusieurs fois j'ai été frappé dans vos articles, dans les chroniques que vous donnez au journal Le Point, vous décrivez pratiquement l'Algérie comme une forme de nécropole. Non, je ne confonds pas la terre et l'image que l'on veut en imposer. C'est une terre belle, je le dis, je le redis. C'est une terre qui m'a toujours retenu, qui me captive, qui me fascine jusqu'à maintenant. Et son absence me fait mal. Mais je vous parle là de récit. Nous sommes dans un pays qui fait l'éloge des morts éternellement. Et pas tous les morts, certains morts, les morts nobles. Les autres ne sont pas morts. C'est pour ça que je vous parlais de vraie guerre et de fausse guerre. C'est-à-dire les 200 000 morts de la guerre civile ne sont pas des héros, ne sont plus des martyrs. Ce sont des gens qu'on a tués et oubliés pour le moment. Donc c'est vrai qu'il y a un culte de la mort qui, moi, depuis l'enfance, m'a agacé. J'ai toujours voulu un peu défendre la vie et la retrouver. Il y a tout un travail d'écriture dans Houri entre le monologue intérieur et le monologue extérieur. C'est un peu aussi la langue de l'écrivain, votre monologue intérieur, la manière dont vous réussissez à écrire, Kamel Daoud. La langue est un personnage dans Houri. C'est un personnage qui a des longueurs, qui a du bavardage, qui a des silences, etc. C'est un personnage en soi. C'est l'enjeu, c'est pouvoir dire et raconter. C'est un grand enjeu.
Et vous le savez, vous avez parlé au début de l'émission de Boualem Sansal et d'autres. La langue, c'est un enjeu monstrueux et c'est un enjeu important. Oui, j'ai pensé à cette langue-là. Oui, dans mon cas, je suis un écrivain francophone, donc il y a une langue intérieure qui est le français, il y a une langue extérieure qui est l'algérien, ou ça peut être le tamazir, mais il se trouve que ça correspond un peu à un enjeu humain. Vous aussi, vous avez une langue intérieure, vous avez une langue extérieure, comme tout le monde. On a une langue intérieure qui est notre flux, notre poème, nos obsessions, une langue extérieure qui est celle de la convention, celle de l'institution, celle du dictionnaire. Donc on subit tous ce double langage. Dans une interview que vous avez donnée au Monde, il y a quelque temps, vous répondiez que vous n'écriviez qu'avec vos obsessions, pas avec celles des autres, Kamel Daoud. Mais tout à fait, parce que c'est un leitmotiv qui revient un peu dans les attaques dont je suis cible. Monsieur Daoud Kamel est obsédé par les islamistes. Alors, lorsqu'on parle de guerre coloniale, de décolonisation, on appelle cela du décolonial. On n'appelle pas cela de l'obsession. Mais si moi je parle des islamistes, de l'enjeu, de l'obsession qu'ont ces gens-là de nos libertés, on m'accuse d'avoir des obsessions. Oui, un écrivain écrit avec ses obsessions. On vit à travers ses obsessions. Et les obsessions ne sont pas un enfermement, ce sont des leitmotifs d'imaginaire, de langue, etc. Je revendique de parler de ce qui m'a frappé, de ce qui m'a volé les meilleures années de ma vie, de ce qui m'a déstabilisé. Oui, justement, pour le dire peut-être à des auditeurs qui l'ignoraient, vous avez débuté comme journaliste et cette guerre civile, vous l'avez connue parce que vous étiez journaliste chargé. Plus ou moins, je l'ai connue parce que j'étais algérien, que j'avais 20 ans et que c'est fini à 30 ans et que les plus belles années de la vie, ce sont les 20-30 ans. Et ces 20-30 ans, moi, je les ai passés à observer cette guerre, à la subir, peut-être beaucoup moins que certains, et à la vivre. Oui, mais je pense que si vous n'aviez pas été journaliste, vous ne l'auriez pas vécu de la même manière, Kamel Daoud. Les gens qui ont perdu des êtres, qui ont vu leur égorgés, qui ont perdu des êtres chers, qui ont été kidnappés, violés, etc., l'ont vécu aussi. Oui, bien de manière beaucoup plus tragique que moi. Je ne dis pas que vous l'avez vécu de manière plus tragique. D'ailleurs, j'allais dire l'inverse. Lorsqu'on tient un stylo ou un micro, généralement, on est en quelque sorte protégé par l'événement parce qu'on doit le raconter. Je ne sais pas si on est protégé. J'étais dans une ville il y a 2 jours à Paris pour signer, rencontrer le public. Une femme s'avance, elle est algérienne, elle me regarde, elle se met à pleurer, comme il arrive souvent dans les files d'attente. Et elle me montre une photo. C'est celle de Rachid Baba Ahmed, c'est un des pères fondateurs du rail algérien, qui a été abattu à quasiment 150 mètres de la rédaction où je travaillais. J'étais quasiment le premier journaliste sur place et j'avais tout vu. Et des années plus tard, je rencontre son épouse. Est-ce que j'ai vécu les choses par procuration? Oui et non. Parce qu'il y avait un stylo, mais le stylo, on n'écrit pas à partir de rien. Il faut y aller, il faut marcher sur de la chair humaine. Il faut interroger, il faut interviewer, il faut décompter, il faut trouver des chiffres. On la vit. Et puis le soir, on est quand même conscient plus ou moins qu'il y a quelque chose qui passe, qui est de l'ordre de la vie et de la joie. Vous savez, jusqu'à maintenant, je jalouse les jeunes. Quand je les rencontre en train de danser, de rire, je me dis, ceci, on me l'a volé. Justement, d'ailleurs, Aube, elle dit ça... À 6h10, le soleil s'arrache au dédale des montagnes à l'est. Le voilà, le soleil se lève comme un frère que je n'ai pas eu. Je ressens une folle envie de danser, d'incendier la terre par mes hanches et mes éclats. Entends-tu mon rire? Vous riez ainsi au paradis, vous les houris vierges depuis 1 million d'années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Je veux que vous me parliez des rires, de la danse, de cette vie qui a été dérobée à cette jeune femme. Et je veux que vous me parliez aussi de la femme en Algérie, parce que parmi vos obsessions, il y a également le statut des femmes en Algérie. Il y avait également cela, par exemple, dans cette nuit au musée que vous aviez publiée en 2018, je crois. La femme, c'est le corps des conflits, c'est le corps des tensions, c'est le corps des défaites et des victoires. La femme, c'est un enjeu immense dans le monde que vous appelez arabe. Les femmes ne sont pas heureuses. Et on ne peut pas fabriquer des peuples heureux avec des femmes malheureuses, parce que ce sont elles qui élèvent les enfants, ce sont elles qui fabriquent l'avenir. Et nous, dans le monde arabe, je me permets de dire nous, dans le monde arabe, on ne peut pas avancer avec la moitié de nos armées, entre guillemets, contre l'ignorance, contre l'inculture, contre la dépendance, etc. Comment voulez-vous qu'on avance lorsque la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, sont parquées, sont enfermées, sont voilées, sont enterrées? La femme, c'est un enjeu. Et c'est aussi un enjeu qui définit le bonheur. Comment voulez-vous être quelqu'un d'heureux si vous avez un rapport malheureux et malsain avec la femme? La femme, c'est le désir, c'est le corps. Vous me parlez de ma propre vie. J'ai très tôt, je dis bien très tôt, vers l'âge de 20 ans, réalisé que je devais prendre le parti de mon corps. Parce que c'est celui qui me fait vivre, c'est celui que je vais perdre, et c'est par son biais que j'éprouve le monde. Donc, par rapport aux idées, aux temples, aux croyances, aux divinités, j'ai pris le parti de mon corps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, dans un pays qui
qui fait l'éloge de la mort, du martyr, des chants d'honneur, des cimetières, moi je prends le parti de rire, de danser, d'écrire, d'être heureux. J'avais dit ça dans un discours un jour quand j'ai reçu une distinction. J'ai dit, je crois que les gens qui sont morts en Algérie pour la guerre de libération, ceux-là, ils sont morts pour que je puisse danser, rire, boire, m'amuser, regarder des films, aimer, etc. Ils ne sont pas morts pour que je leur ressemble, ils sont morts pour que je vive 2 fois plus, que je vive leur vie aussi. Donc, j'ai pris le parti de vivre. Et quand on est dans ces champs d'honneur multiples qui sont le mémorial, la mémoire, etc., quelque part, dire que j'ai le droit de rire est une infraction. Et tout le monde vous en veut pour ça. J'aimerais que nous écoutions la voix de Boualem Sansal. Boualem Sansal, donc aujourd'hui emprisonné en Algérie, sur la manière donc, dont il peut considérer la place de l'intellectuel dans le monde arabo-musulman. Il me semble que les intellectuels dans le monde arabo-musulman ne se sont pas émancipés, ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ils réfléchissent selon la doxa officielle, selon soit le Coran quand ils sont religieux, donc ils puisent tout là-dedans, soit sur le discours de nationaliste en vigueur dans tel ou tel pays. Dans nos pays, ça se comprend, parce que parler, c'est s'exposer. Et c'est un risque important. Beaucoup de gens ont fini en prison, ont été assassinés. Ce qui me surprend et me gêne et me chagrine, c'est que même dans les pays occidentaux où les intellectuels arabes sont libres, ils peuvent s'exprimer, peuvent se mobiliser, ils ne le font pas. Sauf quelques-uns, évidemment. Mais ceux-là, peut-être dire quelque chose qui va vous faire sourire, ils sont tellement prestigieux, ils sont à un tel niveau supérieur que ça n'a pas d'impact sur le jeune islamiste de la base. Ça reste très académique. Un intellectuel, évidemment, il est maître d'une science, mais aussi de l'art de parler à la population. Et ça manque. Le rôle des intellectuels dans le monde arabe, Kamel Daoud. Je pense que les intellectuels sont là pour penser le présent, pour imaginer le bonheur, pour défendre le corps. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'ils n'ont pas d'impact, parce que s'ils n'avaient pas d'impact, ils n'auraient pas été autant attaqués. On n'emprisonne pas un écrivain qui importe peu. On emprisonne un écrivain parce qu'il importe beaucoup, parce qu'il fabrique du sens. Et Boualem Sansal est en prison parce que c'est quelqu'un qui a ses opinions, qui est indépendant, qui n'est pas dans la représentation ni historique ni mémorielle, etc. Donc, je ne suis pas d'accord. Je pense que il y a quelque chose c'est vrai, on peut parler d'émancipation. Comment s'émanciper? Comment devenir, et ça c'est une idée qui m'obsède, moi-même le centre du monde. Je ne suis pas écrivain algérien, je suis écrivain et algérien et français et un habitant du monde. Donc je ne veux pas être ramené à cela, à une sorte d'appartenance. Pour moi, le monde, c'est des cultures, c'est des récoltes et des racines aussi. Donc oui et non. Un intellectuel dans le monde arabe, c'est vrai, il est confronté à la terreur éditoriale, aux attaques, aux viralistes, comme je les appelle. C'est quoi un viraliste? C'est quelqu'un qui a remplacé plus ou moins le journaliste, c'est-à-dire c'est quelqu'un pour qui la préoccupation de l'exactitude et du vrai est peu importante. Ce qui est important, c'est comment viraliser l'information. Et donc un intellectuel, il est soumis à des procès de loyauté aussi. C'est-à-dire, au nom de la guerre, vous ne pouvez et vous ne devez parler que de cela. Et si vous êtes en France, vous ne pouvez et vous ne devez parler que de cela, alors que moi, j'ai envie de parler d'autre chose. Je sais que vous êtes lassé par l'actualité, vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, Kamel Daoud. Mais justement, comment fait-on lorsqu'on est coincé d'un côté par ce qui se passe en Algérie, de l'autre côté par ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui? Quel est l'espace qui reste pour les intellectuels, les artistes, les écrivains? L'espace de la constance, l'espace de la bonne foi, l'espace de la continuité. Il faut continuer à agir. Moi, je me rappelle de la parole d'un syndicaliste algérien, j'avais 22 ans, je me rappelle, il y avait une petite grève à Oran, et on était un peu à discuter, et je lui ai dit, mais telle et telle personne manque maintenant, elles ne viennent plus. Il m'a dit une phrase qui me marque jusqu'à maintenant, c'est l'action qui fait la décantation. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire ce qu'on doit faire, ce qu'on sait faire, et le faire jusqu'au bout, avec le droit à l'erreur et le droit à la certitude aussi, et le droit à la bonne foi. Moi, je pense qu'un écrivain doit écrire. Un journaliste doit faire son métier, informer. Un politicien doit défendre des idéaux, plus ou moins. Je me fais peut-être une idée naïve. La réalité du monde, elle est différente. Mais je crois en la vertu de la constance. Il faut continuer en se disant « j'ai le droit ». Il y a quelques instants, aux informations de 8 heures, on entendait évoquer Donald Trump qui promet un enfer aux Gazaouis si les otages ne sont pas libérés. Une réaction sur
cette menace, sur ce qui se passe à Gaza, en Israël, Kamel Daoud? Qui suis-je, moi, pour en parler? Qui je suis qui? Bien sûr que cela me déchire le cœur de voir des gens mourir autant à Gaza qu'au Soudan, autant qu'en Syrie que lorsque ce fut le cas en Algérie. Toute mort n'a pas de... Un homme tué ou une femme tuée, un enfant tué n'a pas de nationalité. Ce sont des victimes, quel que soit l'endroit. Donc on peut parler de tout. On peut parler des otages, on peut parler des gens qui ont été kidnappés le 7 octobre et tués, on peut parler des milliers de morts à Gaza, on peut parler des 130 000 morts au Soudan, etc. Moi, je ne crois pas à la hiérarchie des morts. Et je pense que chacun a le droit de s'engager pour la cause qui le motive, qui le blesse, qui l'exalte, qui le rend meilleur. Donc il n'y a pas de hiérarchie des causes pour moi. Mais apparemment, il y en a une pour le pouvoir algérien, parce que lorsque Sansal a été emprisonné, il était question de lutter contre les macronito-sionistes. Qu'est-ce que c'est que ça, les macronito-sionistes? Si vous voulez que je décortique le langage des propagandes du régime d'Alger, non, mais il y a une dactylographe, on a l'habitude avec le Kremlin, mais là, c'était un terme nouveau. Donc je me dis, un écrivain, ça doit être intéressé par les néologismes. Non, je pense que l'urgence de l'écriture rend un écrivain plutôt classique. C'est quelqu'un qui aime que la langue soit parfaite, qu'elle soit exacte, qu'elle soit belle. Et donc les langages de propagande, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça en dit beaucoup sur les obsessions malheureuses d'un régime qui cache tout un pays, plutôt que sur moi. Donc je vous invite à lui poser la question. Alors, ça me fait rebondir sur un autre mot que je vous ai entendu plusieurs fois prononcer, mensonge. Alors bon, on a beaucoup parlé du mensonge de la dictature algérienne. J'aimerais vous entendre parler du mensonge des écrivains. Oui, ce sont des gens qui ont droit au mensonge aussi. La fiction est un mensonge, mais de convention. Le mensonge aussi existe parce qu'il fait partie de la vérité. Il l'éclaire, il la donne à voir en creux. Donc, le mensonge, il est là. Dans la mythologie, il y a du mensonge. Pour relancer une intrigue, il y a du mensonge. Le mensonge, c'est nous. Nous mentons aussi. Mais alors, justement parce que les écrivains ont une forme de véritable langue, et pour autant, ils mentent sans cesse. Je ne sais pas où est-ce que vous avez menti avec Meursault contre-enquête, où est-ce que vous mentez dans Houri, Kamel Daoud? En écrivant, comme tout le monde. Le mensonge, encore une fois, dans la littérature, dans la fiction, de l'art, c'est... Lorsque je vous dis, je commence une discussion avec la clause universelle de « il était une fois », vous convenez avec moi que vous entrez dans le contrat du mensonge. Et nous avons besoin de ce mensonge-là pour créer du merveilleux, de la fiction, soulager le monde, nous impliquer dans des histoires universelles. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de convenu. D'ailleurs, la trajectoire d'Aube, autrement dit, cette jeune femme dont vous racontez le monologue intérieur, qui raconte son monologue intérieur dans Houri, est une trajectoire que vous inscrivez dans l'histoire collective algérienne. Mais alors, vous l'inscrivez avec un souci de vérité, de vraisemblance, de parabole? Non, je ne l'inscris pas dans la trajectoire politique algérienne. Je l'inscris dans l'histoire, dans la trajectoire de chaque être humain. On passe de... Vous savez, la vie, ça commence par la vie et ça finit par la mort. Un roman, ça commence par la mort et ça finit par la vie. À la fin, on revient à la vie. Il y a une résurrection. On revient avec un savoir, avec une certitude, avec une acceptation. On a envie maintenant de revivre. Le héros d'un roman ne change pas physiquement, souvent, mais il change dans sa façon de voir le monde. Il revient au monde, il revient à la vie. Donc oui, on parle du mensonge. Et on arrive vers, je ne dirais pas la vérité, je me méfie de ce mot. Je dirais peut-être l'acceptation, l'exactitude, le vraisemblable, l'humain. Il y a un thème essentiel dans votre roman, c'est le sacrifice du mouton. Oui, c'est une obsession que j'ai, encore une fois. Je ne comprenais pas, enfant, comment quelqu'un peut mal dormir et le lendemain prendre son fils pour aller l'égorger au sommet d'une montagne. Je ne comprenais pas le sacrifice. Bon, bien sûr, avec le temps, on lit, on se développe, on a une conscience politique de l'histoire. Je m'intéresse à la mythologie. Oui, c'est le récit pour faire passer du sacrifice humain vers le sacrifice animalier. Mais dans le monde où je vivais, je me t'ai posé la question il y a très longtemps, comment se fait-il que nous avons le culte des ancêtres et pas celui des enfants? Et pour moi, ce mythe résumait tout cela. C'est-à-dire, nous sommes prêts à égorger nos enfants pour sauver nos croyances. Et dans le monde que vous appelez arabe, j'ai eu l'impression que c'était une constance. Nous avons très peu conscience de ce qui va arriver à nos enfants. L'écologie, la construction, l'architecture, la préservation des ressources, etc. Et nous avons une obsession, mais incroyable, de ce que penseraient de nous nos ancêtres.
Ça fait 2 fois que vous utilisez l'expression dans ce monde que vous appelez arabe, j'ai rien appelé du tout, mais vous l'appelleriez comment, Kamel Daoud? Chaque pays par son prénom. Algérie, Tunisie, Arabie Saoudite, Irak. C'est comme si je débarquais en France et je disais vous les chrétiens ou vous les occidentaux. C'est un peu une formule passe-partout. Le monde arabe, c'est un lexique politique inventé à l'époque de l'Empire ottoman. Donc non, moi ça me dérange. Cette identité, transidentité collectiviste, ça me dérange. Je suis algérien et je suis français, mais je ne suis pas saoudien. Je vous ai entendu dire que vous étiez aussi marocain. Je suis aussi marocain, comme j'ai déclaré être tunisien, parce que pour moi, le Maghreb existe. Je ne crois pas au cloisonnement par la rancune, par les fausses frontières, par les visas, par les propagandes. Je ne crois pas à ça. Je ne rêve pas d'être dans une sorte d'exclusivité hyper-nationaliste. Ce sont des passions dangereuses. Alors justement, vous avez prononcé un mot. Alors si je n'ai pas le droit d'utiliser le mot arabe, si je n'ai pas le droit d'employer le mot arabe, est-ce que je peux au moins employer le mot nationalisme arabe? Mais vous êtes en France, vous avez tous les droits. Non, mais je veux dire face à vous, Kamel Daoud, pas face à... Non, l'arabité, c'est quoi? Au fond, pour moi, c'est une culture, magnifique culture. C'est une langue, c'est un héritage qui fait partie de l'universalité. Mais ce n'est pas un passeport, comme je l'ai dit, ce n'est pas une appartenance. Il y a le seul endroit où on parle d'arabité, c'est l'Arabie saoudite. Donc l'Algérie, c'est un pays pluriel, qu'il le veuille ou pas. Non, je voulais insister sur le mot nationalisme. Oui. Je voulais que l'on voit ou que vous me donniez votre sentiment sur le poids de ce mot, notamment dans l'histoire du FLN algérien. Quand on n'a pas eu la chance d'avoir un pays pendant des millénaires, c'est vrai qu'on en fait un objet fétiche, mais en même temps, ça devient un enfermement. Maintenant, qu'est-ce que le nationalisme, sinon refuser le reste du monde? Et moi, j'accepte le reste du monde. Donc, on peut être algérien, on peut être français, sans élever des murailles, sans croire que le fait qu'on est soi-même parce qu'on refuse les autres. Je le refuse. Comment fait-on pour écrire après Houri, Kamel Daoud? Difficilement. Nous sommes à une époque de terreur éditoriale par le numérique, par les réseaux sociaux. Nous sommes dans une époque d'assignation, une époque de dictée aussi, et pas une époque qui accepte la singularité, etc. Donc c'est vrai que je me pose la question, à quoi bon écrire si cela coûte autant pour moi, pour ma famille, etc. Si c'est l'objet de malentendus. Mais il se trouve que le destin, c'est ce qu'on ne peut pas éviter. Je prends la décision de ne pas écrire entre 2 romans, et finalement j'écris. Mais alors, qu'écrivez-vous en ce moment? Je ne veux pas que vous nous révéliez des secrets, mais est-ce que c'est encore possible? On a débuté cette conversation par une citation du philosophe Léo Strauss sur écrire entre les lignes. Est-ce que c'est possible justement de ne pas écrire entre les lignes quand on a eu le succès que vous avez eu avec Houri, mais aussi les malheurs liés à Houri? Oui, mais cela fait partie. Je pense qu'à cette époque-là de viralisme, le succès attire autant la passion, que l'éloge, que la condamnation, que les attaques. Il faut l'accepter à un certain moment. Là, je n'écris pas. Vous savez, après un Goncourt, l'agenda est très difficile à gérer. C'est une épreuve quasiment physique. Donc, mais j'ai des envies d'écriture, j'ai des histoires qui me traversent, qui me passent par la fenêtre. J'ai des obsessions pour revenir à tout cela. Et je vais essayer de résister à l'envie d'écrire parce qu'il me faut du temps pour écrire, il faut de l'envie, il faut du courage aussi pour écrire. Houri, c'est un roman auquel je tiens. Il m'a coûté beaucoup, mais il m'a rapporté en termes de confiance en soi, de visibilité dans le monde et puis de réflexion ouverte sur le droit de vivre après la guerre, après le malheur. Donc j'y tiens. C'est un roman qui est là maintenant, qu'on peut pas effacer. On peut attaquer son auteur, mais on ne peut pas l'effacer. Et il rappelle quand même une constante. Et je le dis pour ma petite personne, mais surtout pour Boualem Sansal. En Algérie, les criminels sont ceux qui ont tué et qui ont été graciés. Les criminels ne sont pas les écrivains. Et les écrivains ne sont pas les raisons de l'échec d'un pays. Les écrivains sont là pour tendre le miroir des réalités. Et ils ne sont coupables de rien. On n'est pas quelqu'un qui a tué parce qu'on a écrit un livre. On est quelqu'un qui a tué parce qu'on a ravi une vie. Merci beaucoup. On pense à Sansal. Merci Kamel Daoud d'avoir été là ce matin. Houri, c'est votre roman, publié aux éditions Gallimard.